Code électoral, la conférence épiscopale du Bénin pour des réflexions profondes au-delà des conférences de presse. C'est une grosse interrogation à laquelle nous allons répondre dans ce numéro du Forum des rédactions. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Nous sommes vendredi 26 avril 2024. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Nous démarrons le forum de ce jour qui est consacré au colloque, ce colloque organisé par la conférence épiscopale du Bénin. Le colloque a eu lieu hier au Palais des Congrès de Cotonou et ce fut un creuset de réflexion. Les idées ont été jetées et donc le thème principal du colloque est intitulé « Les modifications du code », les modifications bien sûr du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui. Le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation, contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. Le thème montre donc que la conférence épiscopale du Bénin nourrit des inquiétudes. Et il fallait se creuser pour réfléchir, pour jeter des bases. Des communicateurs se sont succédés au pupitre pour aborder différents thèmes. Nous aurons le temps de revenir sur l'ensemble, ce qu'a été ce colloque pour vous qui êtes restés à la maison et qui n'avez pas pu suivre donc ce colloque, ou du moins sur les télévisions. Vous aurez la substance de tout ce qui s'est passé et l'analyse de nos débatteurs. Je vais revenir dans un court instant pour vous les présenter. Dans ce studio, pour que le débat soit vraiment équilibré, nous avons un journaliste, un analyste politique. Lui, il est à ma droite. Il a nom Stéphane Achim-Rossou. Stéphane Achim-Rossou, bonjour. Bonjour Moïl et merci pour l'invitation. Merci aussi à vous d'avoir répondu présent à mon invitation. À ma gauche, j'ai un juriste. Il est connu. Il a un nom, Landry Angelo Adelakou. Landry Angelo Adelakou, bonjour. Bonjour Mauril, bonjour chers téléspectateurs de Eden TV et par ailleurs également les auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Stéphane. Vous êtes juriste et vous appartenez au Quintet, c'est ça? Absolument. Quintet. Alors comment se porte le Quintet? À merveille. À merveille. C'est quoi le Quintet? Le Quintet, c'est un regroupement de 5 jeunes défenseurs des droits humains de nationalité béninoise qui sont résolument engagés dans la défense des principes de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Et donc, en quelque sorte, nous sommes dans l'accompagnement de nos autorités pour la mise en œuvre effective de leurs engagements pris librement sur la scène internationale et régionale. Donc voilà un peu. Je vous ai fait venir dans ce studio parce que vous avez suivi le colloque toute la journée d'hier. À l'entame du colloque, dans son discours, Monseigneur Roger Roumbédi, archevêque métropolitain de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin, a été on ne peut plus clair. Je le cite, « Nous n'avons pas été invités pour le déballage contre le gouvernement de Talon, ni contre ses compatriotes. » Fin de citation. Vous étiez dans la salle, vous avez suivi les communications de ces professeurs qui se sont succédés au pupitre. Il faut rappeler que la conférence inaugurale a été faite donc par bien sûr l'ancienne directrice de cabinet du président Mathieu Kérékou. Je voudrais nommer Madame Célestine Zanou. Elle est géographe, elle est agroéconomiste. Et c'était sur le thème « La nation face aux crises socio-politiques ». Quels moyens pour éviter le conflit? Et vous l'avez écouté, d'autres professeurs se sont succédés. On aura le temps de revenir dans ces détails. Landry Angelo Adelakou, vous avez suivi tout au long de la journée d'hier le colloque. Qu'avez-vous ressenti dans la salle et quand vous êtes sorti de ces salles, avec quoi dans la tête?
Je voudrais commencer par dire que ce colloque-là est le bienvenu, en ce sens que vous savez qu'avant l'adoption des lois dans notre pays, l'habitude qui avait été adoptée jusque-là, je dirais jusqu'en 2018, c'était qu'il fallait organiser des séminaires qui réunissaient les différentes couches de la société, donc celles-là qui étaient là hier au colloque. Bon, bien sûr qu'il y a une partie qui n'était pas là, je veux parler des partis politiques de la mouvance présidentielle, malheureusement, pour une raison ou une autre. Donc c'est ce qui se faisait, mais depuis 2018, en tout cas à ma connaissance, on n'a plus droit à cet espace-là d'échange, de dialogue, de rencontre des idées afin de retenir les plus essentiels pour la République. Et donc si au lendemain de l'adoption d'un code électoral et vu les inquiétudes qui se sont manifestées dans l'opinion, et l'Église catholique et les autres confessions religieuses ont estimé qu'il fallait quand même créer ce cadre-là d'échange de discussion entre Béninois afin de voir quels sont les points forts ou les points non moins reluisants qui pourraient faire objet de relecture afin d'éviter le chaos pour notre pays, pour, je dirais, en 2026. Je pense qu'en tant que Béninois, en tant que partisan de la paix, de la démocratie et de l'état de droit, l'on ne peut qu'être fier, c'est le sentiment de fierté. Et quand vous prenez la quintessence de ce qui s'est passé hier au Palais des Congrès, on a pu comprendre qu'effectivement, les Béninois ont des inquiétudes légitimes par endroit, et même si nous allons les inviter à ne pas être aussi alarmistes, mais effectivement, il y a des inquiétudes qui sont les inquiétudes que nous partageons. En tout cas, quand vous observez un peu ce qui se passe au pays et je dirais aux alentours de notre pays, le Bénin. Et donc, cela a été manifesté. On a vu ce ressentiment-là dans les expressions hier. Nous avons compris que cet espace-là, quand même, a permis aux fils et filles de ce pays de pouvoir dialoguer, de pouvoir discuter entre eux. Je pense que c'est ce qui manque à ce pays fondamentalement parce que et quand vous voyez comment est-ce que toute l'atmosphère était vraiment conviviale entre Béninois, entre les différentes couches, selon que l'on est politique ou non, et vous vous dites que mais finalement, il n'y a pas de dissension, il n'y a pas de guerre entre les concitoyens que nous sommes, et donc on peut toujours s'entendre pour retenir l'essentiel. Et donc, les idées qui ont été jetées hier sont des idées pertinentes et donc les contributions de chacun nous ont permis de voir un peu en détail quels sont les risques si entre-temps on prenait telle option ou quelles sont les modalités si entre-temps on devait faire des relectures. Et donc je pense que dans une démocratie qui par ailleurs est par définition l'expression de différentes volontés, de différentes visions, je pense que c'est le minimum qu'il nous faut et que l'Église catholique et les confessions religieuses ont, en tout cas à cette étape-là, joué un grand rôle et je pense que ceux qui nous gouvernent, l'Assemblée nationale notamment, doivent comprendre aujourd'hui que le besoin est là. Le peuple béninois, les citoyens béninois ont besoin de discuter chaque fois des différentes réformes qui doivent être opérées et jetées à leur égard. Stéphane, certaines personnes condamnent la procédure, la méthode de la conférence épiscopale du Bénin. Les gens estiment qu'il fallait que la CEB puisse, par exemple, échanger avec les députés à l'Assemblée nationale pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de tel article proposé dans le code et non d'aller directement à un colloque. Quelle est votre position par rapport à ce qui se dit dans l'opinion publique? Oui, je veux dire que cette inquiétude exprimée n'est pas une inquiétude nouvelle, dans la mesure où l'accointance ou la proximité entre le religieux et le politique a toujours été sujet de réflexion, inquiétude, etc. Les gens, à un moment donné, ont estimé que depuis l'édiction du principe de la laïcité de l'État et du concept de l'État-nation, le religieux devrait rester dans son couloir, dans son couloir. Mais cette inquiétude ne devrait pas persister dans la mesure où aujourd'hui il est clair que le principe de la laïcité de l'État ne signifie pas forcément ou ne signifie pas fondamentalement que le religieux ne devrait plus se prononcer sur des questions d'ordre public. Parce que, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, la communauté
la communauté catholique fait partie intégrante, n'est-ce pas, donc, de la communauté, de notre État. Donc, à partir de ce moment, ils ont un droit de regard sur des questions publiques, sur des questions... soit politique, sociale, économique ou non. Ou autre question. Donc, à partir de ce moment, quand on regarde, comme tu l'as évoqué, la méthodologie utilisée par la conférence épiscopale, je pense d'abord que c'est une démarche plus scientifique que politique. Parce que quand on regarde le parterre de personnalités qui ont été invitées à ce colloque, il ne s'agit pas d'agrégats politiques, mais il s'agit de têtes pensantes qui sont quand même capables d'opiner sur le code électoral qui aujourd'hui tombe dans l'espace public. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est voté, mais il y a toujours des inquiétudes qui continuent d'être nourries. Et donc, la conférence épiscopale a donc trouvé opportun de réunir ces têtes pensantes-là pour dire, voilà là où nous en sommes. Est-ce que, du point de vue de la démarche politique qui a été observée jusque-là, ce qui est fait favorise le vivre ensemble? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on va dire, c'est la paix. C'est la paix qui est le combat de la conférence épiscopale aujourd'hui. Comment faire pour préserver la paix? Or, on ne peut pas préserver la paix tant que le code électoral qui est voté nourrit, en fait, il y a encore des gemmes d'inquiétude, de soupçons, etc. Donc, la conférence épiscopale a donc voulu que des réflexions soient menées, des propositions soient faites et que plaidoyer soit dirigé à l'endroit, n'est-ce pas, donc, des politiques pour que s'il y a lieu, on puisse faire une relecture. Et à l'état actuel des choses, ce serait bien de pencher pour cette option de la relecture du code électoral. Lorsque vous parlez, vous avez envie de dire quelque chose? Non, pas du tout, parce qu'il a si bien dit les choses que je n'ai plus envie de dire quelque chose. Surtout en évoquant l'aspect scientifique, Absolument. Une démarche scientifique de la conférence épiscopale du Bénin. Et parlant de démarche scientifique, je m'en vais donc un peu lire les thèmes qui ont été débattus, sur lesquels des communications ont été donc données, les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, fondement et analyse. Et d'ailleurs, sur le sujet, nous avons appris que en 30 ans, le code électoral a été modifié 34 fois. Absolument. Alors, cette communication a été donnée par M. Francis Lalaye. Il est expert en gouvernance politique et expert électoral international. Nous avons eu également une autre communication sur le nouveau code électoral, présentation, analyse et perspective. Et ça a été donc animé par le professeur Samson Igor Birosessi Guédégbé. Il est titulaire de chaire à l'UNESCO, titulaire de la chaire UNESCO, UAC. Et une troisième communication, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation, une trilogie féconde. C'est Dr Mathias Rumpé qui a donc donné cette communication. Nous les avons suivis avec intérêt et à la fin, certains participants ont manifesté des préoccupations, notamment Michel Alokpo, qui était présent à ce colloque. Et si son extrait est disponible, on va l'écouter. A dit quelque chose qui m'a plu. Il a dit qu'il faut qu'on aille vers la correction de ce code. Moi, je voudrais savoir ce que pense l'Église catholique, parce que vous avez invité d'autres confessions ici. On ne va pas venir s'asseoir et qu'il n'y ait pas quelque chose de concret qui sort de ce colloque. J'ai vu l'exemple de Congo démocratique. Les prêtres ont marché pour forcer la main à l'ancien président de laisser le pouvoir. L'Église, le clergé catholique a joué un rôle très important. Je ne voudrais pas demander qu'on marche, mais il faut qu'on pousse un acte concret. Sinon, vous avez suivi les gens, vous ont insulté. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette histoire de code voté, promulgué? Il vous reste 10 secondes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Je voudrais qu'on sorte d'ici avec quelque chose de concret. C'est entendu. Sinon, ce n'est pas la peine de nous rassembler ici. Landry Angelo Adelaco, est-ce que vous êtes sorti dans cette salle avec quelque chose de concret? Ah oui, nous sommes partis dans cette salle-là, je dirais,
pas tel que nous en sommes ressortis, parce qu'on avait effectivement une compréhension des enjeux, une compréhension des dispositions du code électoral et des risques éventuels. Mais au terme des différentes communications, chacun de nous est sorti aguerri, puisque les communicateurs, vous l'avez dit tout à l'heure, sont des scientifiques. Et vous avez vu, c'est d'ailleurs ce qu'il faut saluer, parce qu'on n'est pas allé chercher des partisans, des hommes politiques, des politiciens de ça et là, non. C'est des gens de qualité, vous voyez un peu, et sans prétention, je pense que et ceux-là qui ont présenté les communications aujourd'hui au Bénin font partie de la crème des crèmes. De la crème des crèmes que nous pouvons avoir quand on parle des enjeux politiques et juridiques. Et donc, vous avez parlé, par exemple, du titulaire de la chaire UNESCO des droits de l'homme et de la démocratie. Dans la sous-région ouest-africaine, c'est la seule chaire que nous avons. Ah oui? Et nous parlons du patron de cette chaire-là. Vous avez parlé de Dr Mathias Moupe, on sait, il a longtemps fait aussi avant d'être aujourd'hui de l'autre côté du Mali. Oui. Vous avez parlé de M. Laleye, tout le monde le connaît. Vous avez parlé de Mme Célestine Zanou, qui a eu à conduire des processus au Venezuela, au Libéria, un peu partout. Donc, c'est pour vous dire que l'aspect scientifique n'est plus à questionner aujourd'hui. Donc, à partir de cet instant, quand des gens comme ça vous entretiennent, soyez-en rassurés, vous ne pouvez que sortir avec assez d'éléments techniques, vous êtes davantage outillés. Et ces gens-là, ils ont eu encore le réflexe dans leur méthodologie de nous proposer des pistes, c'est-à-dire des voies de sortie en disant il faut toucher peut-être à telle disposition, il faut revoir telle disposition, il faut discuter sur telle chose, il faut harmoniser les compréhensions et tout. Et donc, je vous dis, aujourd'hui, c'est un colloque hautement scientifique, c'est un colloque de haut niveau. Lorsque les gens disent que la conférence épiscopale et les autres confessions religieuses auraient dû contacter, par exemple, la commission des lois, non, je pense que dans notre pays, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Vous n'allez pas dire à l'Église, aux confessions religieuses, de venir jouer votre rôle à votre place. La commission des lois était où quand ils étaient en train d'adopter leur loi? Ils ont associé qui? Ils ont consulté qui? Avant et après? Vous n'avez consulté personne avant, si ce n'est qu'entre députés, est-ce qu'on a même vu quelque chose? Et on a juste appris qu'ils ont adopté quelque chose. C'est-à-dire ce que nous avons vu, c'est sur la toile qu'on a vu une proposition de projet de modification du code électoral. On n'a même pas eu le temps de beaucoup échanger que déjà la modification a été adoptée. Pendant que des citoyens ont fait des requêtes, des partis politiques ont fait des requêtes, à peine on a fait quelques temps, la Cour constitutionnelle a validé. Donc il n'y a même pas eu d'occasion d'extérioriser ce que chacun de nous pense. Là, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont de la République, qui sont intelligents, qui sont infaillibles. Dès qu'ils conçoivent quelque chose, ça passe comme une lettre à la poste. Donc cela a été fait. La loi a été adoptée. Tout ce qu'ils font, c'est qu'on voit des partis politiques qui descendent déjà dans leur, je dirais, dans leur circonscription électorale, je veux parler des députés notamment, pour aller sensibiliser. Même, on a même vu des partis politiques qui sont allés sensibiliser alors que la loi n'était pas encore promulguée. La loi n'était même pas encore déclarée conforme à la Constitution. Donc vous avez fait ça. Donc à aucun moment, vous n'avez eu le réflexe, le respect pour ce peuple-là. Pour dire, il y a un séminaire parlementaire à tel endroit, à Cotonou, à Porto-Novo, à Boycon, à Kalalé, à Dassa, à Neki, pour discuter de ce qui a été retenu. Maintenant, l'Église catholique, les confessions religieuses, décident, au regard des inquiétudes, de réunir les gens, de faire appel à des têtes grises, à des têtes pensantes, pour nous expliquer, afin que nous puissions comprendre. Et c'est là maintenant que vous autres, vous venez pour leur dire, écoutez, vous aurez dû agir ainsi. Non, vous n'avez pas le droit d'indiquer la démarche à suivre aux gens tant que les gens ne sont pas payés par vous. Le contribuable béninois paie des gens qu'on connaît. Ce sont des députés, ce sont des ministres. C'est-à-dire c'est ceux-là que notre argent paie. Nous, en tant que citoyens, on n'a pas de revendications à apporter, on n'a pas de leçons à donner aux confessions religieuses. Puisque nous ne les payons pas, nos impôts ne paient pas les confessions religieuses. Si nos impôts paient des gens, c'est ceux-là que j'ai cités tout à l'heure, et ils sont redevables au regard de ce peuple-là. Et donc, c'est à eux de jouer ce rôle-là. Dès lors qu'ils n'ont pas joué, ils n'ont pas le droit de venir dire, s'ils ont quelque chose à faire aujourd'hui, c'est que le gouvernement, l'exécutif et eux tous, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils commencent à organiser des séminaires ou également des colloques et nous inviter, tel que nous y étions hier, encore nous serons là quand le gouvernement aussi va organiser son colloque et nous serons là. Mais peut-être, et là nous serons exigeants. Parce qu'on peut se dire, oui, la conférence épiscopale, les confessions religieuses ont le droit de choisir qui ils veulent pour venir animer les communications. Mais l'État béninois n'a pas le droit de choisir des partisans tels qu'on voit là. Des gens qui vont crier, qui parlent en l'air, ils n'ont pas le droit parce que nous parlons de l'État, nous parlons des attributs de l'État, nous parlons de l'argent du contribuable. Et dès lors que l'argent du contribuable entre dans quelque chose, le citoyen a son droit de regard. Et donc, aujourd'hui, moi je dis, la conférence épiscopale et les confessions religieuses, ils ont fait du bon boulot et vous avez vu la technicité des gens. Nous avons suivi les communications. Ça a été du très haut niveau.
On nous dit, et je suis certain, et moi je suis un peu déçu de ne pas voir les gens, les partis politiques qui accompagnent les actions du chef de l'État, parce que je suis convaincu qu'il n'y en a parmi eux qui n'ont pas compris le code. Je suis convaincu qu'ils ne comprennent pas les dispositions du code. Or, il ne faut jamais refuser l'apprentissage. On apprend de façon perpétuelle. Chaque fois qu'il y a des occasions de sensibilisation, de communication, de discussion, d'échange, il ne faut jamais refuser d'y aller tant que vous avez la possibilité que votre agenda n'est pas chargé. Parce que c'est à ces occasions-là qu'on confronte ces idées, ces pensées, ces arrières, peut-être pensées aussi à celles d'autres personnes, et finalement de la contradiction jaillit la vérité. Mais lorsqu'on se retranche, on pratique la politique de la chaise vide, parce que eux autres, ils ont adopté quelque chose, et ils estiment que tant que c'est adopté, tant que c'est promulgué, il ne faudrait pas que les gens opinent encore là-dessus. Mais c'est dangereux, la démocratie, ce n'est pas ça. Il faut venir, puisque vous êtes convaincus, venez partager l'opinion avec vous. Les gens ils disent, mais la conférence épiscopale, on a lu qu'elle a adressé des invitations à ces gens-là qui parlent. Puisque nous avons suivi le secrétaire général adjoint du gouvernement, qui a dit qu'à titre personnel, il a reçu une invitation. Mais il a estimé qu'au regard de la démarche, tout ça, qu'il ne veut pas se présenter. Nous avons lu des propos qui sont attribués. C'est son agenda qui ne lui a pas permis de se présenter. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. On sait qu'il est suffisamment ouvert sur ces questions. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Nous l'avons suivi sur la chaîne nationale, la télévision nationale, où il disait que c'est la démarche qui est condamnable et critiquable. Et dès lors, lui ne se trouve pas en bon temps pour pouvoir être présent à cet endroit-là. Nous avons également lu l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre des Affaires étrangères, et M. Idji Antoine Kolawole. Oui. Qui, pour les propos que nous avons lus, nous espérons que effectivement ce sont ces propos. Nous espérons, mais on considère que ce sont ces propos. Qu'est-ce qu'il a dit? On lit un texte où il dit que oui, que lui aussi il a reçu une invitation pour être au colloque. Oui. Mais qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que l'Église se mêle autant d'une question de code électoral. Il estime que l'Église est en train d'aller loin dans les enjeux politiques. Il s'est même hasardé à poser des questions pour dire que si l'Église catholique au Bénin se comporte ainsi, que reprochons nos ayatollahs. Il dit que si l'Église catholique se comporte ainsi, que reprochons nos terroristes. C'est le texte que j'ai lu. Je ne sais pas si effectivement cela vient de M. Antoine Idji Kolawole, mais c'est ce que j'ai lu. Donc c'est ce que j'ai lu. Je dis, mais quand il pose des questions comme ça, ça dit que dans un raisonnement à contrario, on peut dire que, effectivement, que l'Église catholique serait assimilable aux ayatollahs, aux terroristes et consorts. Donc la question reste posée. Bah, je m'inquiète. Est-ce que ces personnes ont-elles oublié d'où nous venons et le rôle que l'Église catholique a eu à jouer dans le fondement de la démocratie que nous pratiquons aujourd'hui? Je pense qu'on ne va pas être amnésique. Notre démocratie, c'est vrai que ça fait du chemin, mais c'est quand même une jeune démocratie. Et nous ne pouvons pas occulter l'idée que Monseigneur Isidore de Souza a quand même joué un rôle éminemment politique dans la mise en place, n'est-ce pas, donc des fondamentaux en matière de démocratie dans notre pays. C'est celui-là même qui s'est presque sacrifié pour que nous soyons là aujourd'hui. Et cette phrase-là, on ne va jamais l'oublier. Plaise à Dieu qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Et c'est lui qui l'a dit. Et je pense que lorsque les gens tiennent de ces propos, moi, ça m'écoeure un peu. C'est comme si c'est quand c'est vraiment compliqué, c'est vraiment coincé, qu'on fait appel à ceux-là. L'Église catholique représente aujourd'hui une personnalité morale sur le plan politique à qui on doit quand même faire recours. Et on ne peut pas travailler ou œuvrer à désacraliser ce principe-là. De ne pouvoir pas mettre le clergé à l'endroit où on doit le mettre. Et ça, même les têtes couronnées, les responsables des autres obédiences et religieuses également. Donc, on ne peut pas refuser à l'Église catholique de se mêler des questions politiques parce que quand ça va péter, ça va s'en aller dans tous les sens, ce sont eux qui prendront la parole pour remettre les choses à l'endroit. Je voudrais renchérir les propos de Landry Angelo Adélakun. De Landry pour dire que on ne peut pas demander au clergé catholique de faire du salamalek, de la coubette, d'emprunter des couloirs politiques
pour se prononcer sur des questions qui concernent tout le peuple. Qui concernent le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Je ne trouve pas ça opportun parce que il y a ceux à qui nous avons donné une parcelle de notre pouvoir pour faire ça. Et le problème des législateurs, des députés aujourd'hui, c'est que très souvent, quand on leur donne cette parcelle de pouvoir et qu'ils vont à l'Assemblée nationale, c'est que sur des questions qui engagent l'avenir, le destin de notre communauté, ils ne trouvent pas opportun de venir vers nous. Je trouve que si les députés, au niveau de chaque circonscription électorale, vu les enjeux du code électoral, étaient allés dans leur circonscription pour poser la question, pour faire le débat avec le bas peuple, je suis sûr qu'ils auraient recueilli les désidératas, n'est-ce pas, donc, des populations. Et aujourd'hui, il pourrait en prendre compte en son temps pour pouvoir voter le code. Donc aujourd'hui que le code est voté, on ne peut pas reprocher à des gens de mener des réflexions et de proposer. Je trouve cela pas quand même intellectuellement correct. Ensuite, je veux dire que le code électoral, étant donné qu'aucune loi n'est statique, n'est figée dans le temps et que la loi peut être dynamique, le code électoral aujourd'hui, si cela ne requiert pas encore un certain consensus, on doit pouvoir être d'accord pour dire que si des voix s'élèvent pour dire on doit retoucher des choses, on doit être d'accord pour dire que le code électoral doit être revu. Voyez-vous, au Togo, la constitution a été votée. Mais Faure a été suffisamment courageux pour demander encore une relecture. Je trouve que nos dirigeants doivent pouvoir participer, doivent pouvoir être ouverts. Écoutez le peuple. Oui, ils doivent être ouverts. Parce que aucune œuvre humaine n'est pas parfaite. Et on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir fait des erreurs. Mais quand vous avez fait une erreur, il faut être quand même suffisamment ouvert pour dire j'accepte les reproches et qu'on peut maintenant partir sur une nouvelle base. Je trouve qu'ils doivent saisir cette opportunité que leur offre aujourd'hui la conférence épiscopale et chercher à savoir les résultats issus de ce colloque pour voir ce qui doit être retouché pour favoriser la paix et le vivre ensemble. Parce que le but visé par la conférence épiscopale aujourd'hui, ce n'est pas de se mêler des querelles intestines politiques, non. Mais c'est de trouver le mécanisme nécessaire pour que les élections soient des élections inclusives, qui ne soient pas porteuses de conflits, qui puissent mettre en paix, qui puissent mettre en mal la paix collective. Donc je crois que la conférence épiscopale est dans une démarche qu'on ne peut pas remettre en cause. Et Landry, vous avez quelque chose à ajouter? Si vous n'avez rien à ajouter, je passe à l'étape suivante. À vous entendre, ce n'est pas rare que ceux qui parlent comme ça, qu'on les traite d'opposants ou qu'on pense que ceux qui peut-être ont soutenu cette action sont des opposants, surtout quand on voit qu'il y avait une forte présence des membres du parti de l'opposition dans la salle, mais pas que. On a vu d'autres figures, notamment Maître Robert Dossou, nous avons vu le professeur Jean-Pierre Izzi, nous avons vu d'autres figures comme Alassane Tigri, on a vu d'autres personnalités du Bénin, comme le professeur Léon Banibio Bigou, pour ne citer que ceux-là. Mais Maître Robert Dossou a également pris la parole. On va l'écouter. Dans laquelle je suis fondamentalement allergique. Il est opposant, moi je suis opposé à personne. À personne. Je suis opposé à des idées, à des actions, à des postures. Mais je suis opposé à personne. Je peux me battre avec lui aujourd'hui et je le prends après par la main, on va aller manger ensemble, on continue de discuter. Je suis opposant à personne. Mais hier, j'ai lu quelque chose qui m'a choqué. J'ai lu dans Potentiel ceci, l'Église catholique a la remorque des opposants mal inspirés. Grosse manchette. Mais quelqu'un a le droit d'être contre telle loi ou telle loi. Il n'est pas forcément opposant. Même dans un régime, à l'intérieur de ceux qui soutiennent le régime, mais quelqu'un peut avoir sur telle question, une opinion divergente. Il faut qu'on cesse
Parce que de notre indépendance jusqu'à 1990 et même au-delà, dès qu'on dit dans une société africaine que quelqu'un opposant, il est avoué aux gémonies, il est à massacrer, tuer ou mettre en prison ou chasser, je crois que ça c'est pas bon. Et je termine par une illustration. Quelqu'un a parlé de Kérékou tout à l'heure, je souscris. Parce que on a eu Guy Ologougou, nommé par Kérékou ambassadeur à Paris, et il recevait tout le monde. Moi je critiquais Kérékou, je ressuscitais à son gouvernement, je critiquais, mais quand j'allais à l'ambassade à Paris, il me recevait. Et d'autres aussi. Alors une fois, Guy Ologougou est venu ici, on rappelait par Kérékou, et lui, Kérékou, il parlait, il discutait, puis Kérékou dit, mais monsieur l'ambassadeur, c'est Kérékou 2, hein. Monsieur l'ambassadeur, on m'a dit qu'à l'ambassade là-bas, vous recevez des opposants. Et Ologougou a baissé la tête, il n'a pas répondu. Et à son âme, il n'a pas répondu. Et silence entre les deux, puis un mois d'après, Kérékou dit, il ne faut pas les écouter, hein, les opposants, ce ne sont pas des Béninois. L'ambassade, c'est pour tous les Béninois. Recevez qui vous voulez et laissez-les, ne les écoutez pas. Voilà un peu la réaction que le général Mathieu Kérékou avait quand il était chef d'État, président de la République. Je pense quand même que nous devons souhaiter que la terre lui soit légère. Landry Angelo Adélakon, vous avez suivi Maître Robert Dossou. Oui, je pense que c'est le minimum. C'est ce que nous disons, c'est ce qu'il faut dans une démocratie. On n'a pas avoué aux gémonies ceux-là qui, sur des questions d'idées, pensent le contraire, c'est-à-dire pensent autrement que vous. Parce que sans cela, vous êtes en train de favoriser le parti unique. Et il a dit, quand Maître Robert Dossou parlait, il a dit qu'il est en train de parler de Mathieu Kérékou 2. Et c'est Freddy Chebet qui nous enseigne qu'il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Et vous allez constater que les gens nous parlent de démocratie, mais en réalité, ce ne sont pas des démocrates. Parce que quand vous êtes démocrate, oui, ben, ça c'est factuel, c'est du factuel. Quand vous êtes démocrate, vous ne pouvez pas refuser que l'autre puisse penser autrement et puisse agir et verser ses contributions. Mais personne n'a refusé que l'autre pense autrement. Mais vous ne voyez pas la cabale qui est orchestrée contre l'Église catholique sur la guerre des idées. Non, là, vous savez, oui, mais nous aimons bien parce que je dis c'est bien, il faut que les gens s'expriment. Au moins, ils ont le temps de s'exprimer, de s'attaquer à l'Église catholique et comme on l'a enseigné, on dit que quand vos yeux commencent à rougir, c'est que c'est la vérité. Ça a touché le fond. Cela voudrait dire que l'Église catholique a su mettre le curseur sur le problème qui nous mine. Et donc aujourd'hui, parce qu'on pense le contraire, on dit oui, ce sont des opposants. Non, moi je ne pense pas. Et même quand on le dit ainsi, je me dis que c'est peut-être une limite dans la culture parce qu'il ne faut pas être inculte. Quand vous prenez les partis politiques, que l'on soit de l'opposition, de la mouvance, est-ce que ça dit qu'il n'y a pas de contradiction à l'interne? Est-ce que ça dit qu'il n'y a pas des gens qui pensent le contraire? Même si on n'est pas partisan, au moins on lit sur la vie des partis politiques, on voit comment ça se passe dans les grandes démocraties. Il y a toujours des couches, il y a toujours des obédiences qui chaque fois versent leur contribution, leur opinion sur la compréhension de certains sujets. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut? Non seulement après être insatisfait d'avoir essayé de créer des partis comme ça ou de contrôler certains partis, on veut maintenant que la nation tout entière puisse regarder dans la même direction. Non, ce n'est pas possible. Et il a dit tout à l'heure, mon cher ami, l'histoire de l'Église n'est pas détachée de la naissance de l'État. Ça, faut pas que les gens se galvaudent de l'histoire. L'histoire n'est pas détachée de la naissance de l'État. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand on est allé à la laïcité, on sait pourquoi on est allé à la laïcité. Donc l'Église, c'était l'État. Oui, mais le porte-parole du gouvernement a également dit que dans l'Église, il y a eu des réformes et tout ça. Non, et que véritablement, il y a eu des glissements dedans. Que dans toute république, c'est ce qui arrive. D'autres diront que le code est un code de développement, Landry. Vous savez, ce que le porte-parole a fait, c'est de la rhétorique. Ça, c'est un raisonnement par effraction, c'est pas sérieux. Quand vous voulez faire un raisonnement, il faut remonter aux origines. Et vous venez progressivement pour constater les dissensions, les moments d'évolution. Mais lui, il a regardé un peu en l'air et puis il a pris un élément, oubliant les origines, oubliant l'histoire. Il faut partir de l'histoire, de la naissance de l'État. Et il faut partir de pourquoi est-ce qu'on est allé à la laïcité. Et constater que même malgré la laïcité, dans le cadre du Bénin, il l'a rappelé. Quelle est la contribution de l'Église catholique? Quelle est la contribution des confessions religieuses? Et ce n'est pas seulement au Bénin.
On l'a vu au Togo à côté de nous, qui est à quelques kilomètres de nous. On a vu la contribution de l'Église. Au Cameroun, c'est pareil. Et il a parlé tout à l'heure de la RDC. On a vu ce que l'Église catholique a fait en RDC et ce que l'Église catholique a subi, où les prêtres ont été matraqués, ont été presque assassinés et tout. On a vu. On n'est même pas encore arrivé là au Bénin. Pour le moment, au Bénin, l'Église catholique est dans une démarche de paix. Elle est dans une démarche anticipative. L'Église et les confessions religieuses veulent nous éviter le pire, veulent nous éviter la remise en cause du vivre ensemble. C'est tout. Mais on oublie cela et on fait la politique de l'autruche. On vient dire que Grégoire VII a fait des réformes et que les réformes... Oui, on est d'accord. Les réformes par nature, effectivement, appellent à des réactions. Mais cela ne voudrait pas dire que parce que vous vous estimez comme réformateur, vous détenez la vérité unique. Non, vous n'êtes pas détenteur de la vérité. Et parce que vous êtes appelé à vous tromper, il faut que vous puissiez être ouvert. Vous devez avoir l'humilité de constater que vous avez des limites. Et donc, restez ouvert. Je pense qu'en réalité, ce qu'on devait faire, si effectivement ce n'est pas une absence d'humilité, pas un droit et que l'orgueil est en train de prendre le dessus, dès qu'on a fini le colloque, il appartenait aux députés, au gouvernement et autres, de rapidement contacter le clergé pour dire est-ce que nous pouvons avoir les conclusions de votre colloque. Et là, c'est quand vous êtes animé par l'idée de bienfait, l'idée de souder, de l'harmonie. Vous ne savez pas si l'on fait. Vous ne savez pas si l'on fait. Si cela est fait, les propos que nous sommes en train de suivre, surtout par presse interposée, ne seraient pas en train de circuler. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Église catholique et les confesseurs ont fait un travail scientifique. Et nous allons inviter ceux-là qui nous gouvernent à seulement s'inspirer de ce qui est fait. Mais dire que l'Église ne peut pas. Mais l'Église, il a dit tout à l'heure, l'Église n'est pas détachée du corps social. Les prêtres qui sont là, et je voudrais insister, j'ai l'impression que dans ce pays, les gens ont tendance à prendre les prêtres comme en excuse, hein, comme je ne sais pas, des nettoyeurs de je ne sais quoi, je ne sais pas, parce que toute profession, il faut la respecter, je ne veux pas dire. C'est comme si on est en train de parler à des gens qui n'ont aucun niveau, mais non, attention. Mais attention, moi je vous parle, j'ai été formé dans mon cursus, même dans un programme de Bac+5, dans mon cursus, j'ai eu des professeurs maîtres de conférences qui sont des prêtres. Qui sont des prêtres, au Bénin ici, au Bénin. Et nous avons assez d'amis prêtres qui sont des docteurs, qui sont des maîtres de conférences, qui sont au-delà. Et donc ce n'est pas parce que les gens portent la soutane qu'il faut penser que c'est des gens qui n'ont pas une capacité d'analyse, une capacité de réflexion, qui peuvent apporter une contribution à l'État. Il faudrait qu'on ait l'humilité de comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes en chemise-cravate, ce n'est pas parce que nous sommes nommés à des postes de responsabilité, ce n'est pas parce que nous sommes à l'Assemblée nationale que nous connaissons tout. Non, l'Église est en train de jouer son rôle. L'Église au Bénin a toujours joué son rôle et l'Église va continuer à jouer son rôle. Aujourd'hui, ce que l'Église a fait, en réalité, c'est la faillite des partis politiques. En réalité, c'est la faillite de l'État parce que si l'État était conscient, le colloque qui a eu lieu, c'est l'État qui devait l'organiser. Le colloque qui a eu lieu, ce sont les partis politiques qui devaient l'organiser. Donc, s'ils ont quelque chose à faire aujourd'hui, ils peuvent toujours se rattraper. Donc, vous insistez, Landry Angelo Adélakun, que le gouvernement organise son colloque, que ces partis politiques organisent leur colloque. Mais je pense quand même que, comme vous l'avez dit, ils devraient s'inspirer de ce qui a été fait et peut-être regarder les recommandations de ce colloque, la déclaration finale du colloque. Je me retourne vers vous, Stéphane. Vous avez suivi les propos de Maître Robert Dossou. Il dit qu'il n'est opposé à rien et il ne s'oppose à rien. C'est pour dire quand même qu'ils sont là pour contribuer à ce que les choses marchent. Et je pense que Maître Robert Dossou a quand même dit une vérité qui saute à l'œil. Les Béninois ne s'opposent pas physiquement, etc., mais c'est du point de vue des idées. Voyez-vous. Et quand on dit le concept même d'opposant doit se comprendre dans la mesure où nous sommes dans un régime démocratique. On s'oppose à quoi? Par rapport à quoi? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas parce que quelqu'un émet une idée qui ne va pas dans le même sens que ce que toi tu penses, que tu devrais penser qu'il est opposé à toi de façon frontale. Non. Je pense que la conférence épiscopale, dans sa posture aujourd'hui, n'est ni contre le chef de l'État, ni contre son gouvernement. La conférence épiscopale émet des idées qui, par essence, sont peut-être contraires à ce qui est actuellement. Et mais c'est de cette contradiction-là que va naître une vérité qui pourra faire avancer notre nation. Et donc, si on prend la chose comme opposant politique,
comme ça, même opposants politiques aussi, ça se justifie parce que nous sommes dans un régime démocratique. On ne peut pas être dans un régime démocratique et refuser avoir une opposition. Ça ne se justifie pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de faire une démocratie. Nous ne sommes pas en train de faire une démocratie. Donc je trouve que tous les Béninois veulent que le Bénin se porte mieux et chacun apporte son idée. Les idées peuvent ne pas aller dans le même sens, mais vont concourir tous vers le même but. C'est pourquoi je voudrais également insister et revenir sur le fait que si ce que la conférence, les réflexions de ce colloque peuvent contribuer à revoir le code électoral, il faut que les dirigeants s'en approprient et prennent des initiatives pour aller dans ce sens. Parce que quand nous suivons bien le député Orden Aladati, qui a quand même évoqué la notion des 20% qui sont inscrits dans le code électoral. Si par aventure, on va aux élections et que tous les partis politiques n'arrivent pas à trouver, enfin les partis politiques n'arrivent pas à trouver les 20% sur le plan national, que va-t-il se passer? La loi est muette sur le sujet. Donc on ne peut pas avoir des choses comme ça à revoir et dire qu'on ne dira rien ou bien qu'on ne va pas avancer dans le sens de la relecture du code électoral. Je pense que c'est une position qui est soutenable et qui mérite d'être défendue. Et puisque vous parlez d'une position soutenable et qui mérite d'être défendue, je voudrais aussi signaler qu'à cette conférence, il y avait un baobab, l'archevêque émérite de Cotonou. Je voudrais nommer Antoine Gagné. Antoine Gagné, et qui est connu au Bénin et qui quand même a voulu aussi s'exprimer. J'ai envie de dire que on l'a en quelque sorte amené à s'exprimer parce que, comme on le dit, lorsqu'on est sous un manguier et que les oiseaux chantent, lorsqu'on ne parle pas, on reçoit les oiseaux, on reçoit de la fiente sur la tête. Et je pense quand même qu'il a fallu qu'il s'exprime. Suivons les propos de Monseigneur Gagné. Vivre ensemble, notre vivre ensemble dépend aussi de cette histoire qu'on appelle code électoral. Vivre ensemble, code électoral, se donne la main. Vous savez comment il se donne la main? Parce que le code électoral est là-bas au niveau des grands. Mais nous devons nous tendre la main et si nous tendions la main, comme nous leur tendons la main, c'est ce que j'appellerais vivre ensemble. Autrement, ils disent quelque chose à leur niveau. Nous sommes ici, nous sommes en train de dire à notre niveau aussi, comment allons-nous nous rencontrer pour nous serrer la main? C'est important. C'est important. Quand est-ce qu'on va se voir? Pour qu'on dise, mais on s'est réunis, voici ce que nous avons dit. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça le vivre ensemble. Vous voyez pourquoi je ne voudrais pas prendre la parole, parce que j'ai déjà pris des paroles qui m'ont coûté cher. Alors, le souhait de l'Assemblée, c'est que, Monsieur le Président, vous fassiez quelque chose. Vous fassiez quelque chose. Quelque chose magnanime, quelque chose de formidable pour que ce code électoral ne suscite pas des bagarres dans notre pays.
parce que nous sommes en train de soupçonner cela. Et c'est pourquoi, respectueusement, nous avons organisé ce colloque. Et nous vous remercions d'ailleurs, monsieur le chef de l'État. Vous auriez pu... Il y a des pays où on interdit des réunions comme ça. Mais vous l'avez autorisé. L'Assemblée vous en remercie. Mais l'Assemblée vous fait dire qu'elle reste sur sa faim. Elle est encore sur sa faim. Elle n'est pas tout à fait satisfaite. Je crois que le chef de l'État doit être au courant de la faim que nous portons dans le ventre concernant le code électoral. Nous avons faim encore. Le patriarche a parlé. Landry Angelo Adélakun, Stéphane, vous avez écouté Monseigneur Antoine Gagné dans ses propos. Il a reconnu que nous avons un président démocrate. Oui, absolument. Il a reconnu que nous avons un président démocrate et c'est heureux que cela vienne de ce patriarche-là. Et effectivement, tel qu'il l'a souligné dans son intervention, sous d'autres cieux, on aurait pu interdire, puisqu'on peut dire que à partir d'un certain nombre d'a priori, on peut dire qu'ils ne vont pas tenir ce colloque-là et que les autorités, les gouvernants n'aient pas pris d'initiative contre ce colloque. Il faut les saluer et les féliciter et les encourager à continuer par autoriser ces gens de colloques qui émettent un autre son de cloche. Et comme le patriarche l'a également évoqué, ceux qui se sont réunis, c'est des gens qui ont faim et qui ont quand même quelque chose dans leur ventre à exprimer. Ils l'ont exprimé. La grosse inquiétude, c'est de savoir si ce qu'ils ont exprimé vont être pris en compte. Dans son intervention, il a quand même dit qu'en haut, il y a une décision qui est prise. En bas, ils ont une opinion. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont se rencontrer et se serrer la main? Et donc, je pense que l'idéal, la beauté, aurait été que le chef de l'État invite la conférence épiscopale et leur dit « Nous avons suivi de loin votre colloque, nous voudrions quand même que vous nous reversiez. » Et cette image-là serait quand même une belle image que tout le peuple béninois entier va saluer. Quand vous étiez en train de parler, une image passait devant mon visage et j'en étais vraiment ému. J'imaginais dans ma tête hier le chef de l'État qui faisait son entrée dans la salle, Landry Angelo Adélakun. Hier, vers les 17h, imaginez le chef de l'État. Est-ce que vous imaginez l'effervescence qu'il y aurait eu hier Si cela était arrivé hier, je peux vous assurer qu'il aurait été ovationné, hautement ovationné. Ce serait certainement plus de 10 minutes d'ovation. Ce serait certainement un stand innovation. Oui. Parce que dans le contexte d'hier, je vous dis, c'était un cadre d'extériorisation de ce que chacun pensait. Donc les gens ont pris le temps d'extérioriser ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux et tout. Et donc si malgré les inquiétudes, on voyait le chef de l'État à cet instant-là venir, visite surprise de la salle, je vous assure, je suis certain que quelles que soient les obédiences politiques, tout le monde allait se lever pour applaudir le démocrate, pour dire « ouais, c'est ça ». Parce que le patriarche l'a dit, le simple fait de n'avoir rien fait pour empêcher les assises d'hier est un fort geste de démocratie. Et c'est tout ce que nous souhaitons. Parce que, ne l'oubliez pas, le pouvoir reste le pouvoir. Les autorités ont les coudées franches, ont tous les moyens possibles si elles décident d'interdire une manifestation. Ou malgré l'interdiction, vous décidez de forcer, ils ont les moyens de répression. Et donc le pouvoir, il ne faut pas minimiser la capacité d'action du pouvoir. Donc malgré cela, malgré les pouvoirs, nous étions juste, je dirais, en face de la présidence, le palais des congrès.
Et ça s'est bien passé. Vous voyez, la matinée, juste dans la soirée, rien ne s'est passé. Tout le monde a quitté. Personne n'a été intercepté, ni sur un pont, ni à un carrefour. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut être heureux. On peut dire que ce sont peut-être les signes avant-coureurs du retour à la démocratie, tel que les Béninois sont en train de l'imaginer, qui favorisent le vivre ensemble. Et il faut féliciter le chef de l'État parce que, numéro 1, est patron par ailleurs de l'administration. Et il faut féliciter les membres du gouvernement et tous les autres pouvoirs également qui concourent à la protection et à la sécurisation du territoire. Parce qu'ils auraient pu agir autrement et cela peut-être aurait dégénéré. Qui sait, nous sommes ici en train de parler. Peut-être qu'on serait parmi les dommages collatéraux. Qui sait si cela avait dégénéré hier. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Nous sommes là, nous parlons et nous souhaitons que nos autorités puissent continuer sur cette lancée-là et qu'elle reste ouverte. Landry, parce qu'on ne peut pas diriger sans humilité. Landry, hier, dans la salle, on a vu les têtes couronnées. On a vu également les leaders des religions endogènes. Non seulement on les a vus, on leur a donné la parole. Vous les avez écoutés. Bien sûr. Bien sûr. Ils avaient aussi soif de la paix qu'on connaît pour le Bénin. Absolument, et l'accent a été mis sur cela, je veux dire. Il y avait les têtes couronnées qui étaient là, dont les chefs traditionnels. Il y avait également les autres obédiences chrétiennes et les amis de l'islam qui étaient fortement représentés également. Donc, c'est pour vous dire, évangélistes, protestants et tout le monde était là. Ils avaient pris la parole, les gens se sont exprimés. Et moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut. Donc, vous voyez un peu cette convergence d'idées, cette union-là sur les questions essentielles, parce qu'en réalité, nous n'oublions pas. Nous sommes en train de parler du code électoral qui est l'instrument majeur de l'organisation des élections. C'est-à-dire quoi? L'instrument majeur qui permet de choisir ceux à qui nous allons confier la gestion de la cité. La destinée de la cité. Vous voyez, la cité dans laquelle nous sommes, dans la société. Et nous sommes tous dans la société. Et il est important pour éviter, vous savez, de façon technique, on dit, quand vous voulez anticiper sur les violences électorales, c'est déjà même à la phase pré que les démarches commencent. Ça dit comment est-ce que les organes de gestion des élections ont été mis en place, comment est-ce que les lois sont en train d'être adoptées, comment est-ce que la formation du personnel qui intervient dans l'organisation des élections est en train d'être faite. Donc ce sont ces éléments-là qu'il faut d'abord régler pour ne pas dormir et après se retrouver dans le chaos. Et donc aujourd'hui, moi j'estime que la présence des amis de nos parents de l'islam, des autres confessions, les protestants, les évangéliques et tout, était vraiment quand même le signe de ce qu'il y a l'union d'abord entre les religions et que les religions au Bénin se complètent, se soudent et parlent d'une même voix. Et donc aujourd'hui, je pense que le chef de l'État, je le dis, il est le garant de tout dans notre pays. Et le tout lui revient qu'il... Je sais, nous savons, le chef de l'État, c'est notre père, c'est le père de la nation. Je sais, je suis certain qu'il va contacter la conférence épiscopale. Va rester sensible. Oui, il va rester sensible aux recommandations qui sont faites. C'est très sûr, c'est très sûr. Alors, vous parliez du dialogue interreligieux. C'est la preuve que le dialogue interreligieux est en marche dans notre pays. Stéphane, nous n'avons pas pu avoir lecture du rapport général de la déclaration hier, mais la conférence épiscopale du Bénin a promis que les gens fassent parvenir les recommandations pour qu'ils puissent élaborer donc le rapport général et la déclaration finale. Et certainement que dans les tout prochains jours, on aura la déclaration finale peut-être dans la presse ou dans les médias. Et dites-nous, certains ont dit qu'ils souhaiteraient quand même que une délégation de la conférence épiscopale aille voir le chef de l'État pour lui remettre le rapport de ce colloque. Est-ce que vous pensez cela opportun? Je pense Comme votre mot de la fin également. Oui. Je pense que cela relèverait tout simplement du bon sens. Oui. Cela relèverait du bon sens dans la mesure où, en dernier ressort, il reviendra au chef de l'État de prendre la décision ou non de faire relire le code électoral ou pas. Donc, ça ne servirait rien à la conférence épiscopale de faire ce genre de colloque et de ne pas pouvoir transmettre ces résolutions, les résolutions qui seront issues de ce colloque au chef de l'État, puisque c'est lui qui décidera en dernier ressort. Donc, ce serait bien quand même une démarche normale que la conférence épiscopale aille vers le chef de l'État pour lui remettre
que le chef de l'État soit la première personne à qui les résolutions issues de ce colloque-là seront remises. Ensuite, quand on voit le parterre de personnalités qui était là et qu'on n'ait pas pu avoir une représentation des partis de la majorité présidentielle, je souhaiterais, je proposerais, et par ailleurs à la conférence épiscopale, d'essayer de les inviter à nouveau. Pas forcément dans le cadre de ce colloque, mais quand même de les inviter à nouveau, dès que les résolutions seront disponibles, de les inviter à nouveau et de leur faire part de ce que la conférence, puisque c'est les partis qui vont défendre le projet à l'Assemblée nationale. Donc je pense que la conférence épiscopale serait quand même bien qu'elle fasse cette démarche-là vers les formations politiques qui n'étaient pas présentes lors de ce colloque-là. Merci à vous d'être venu ici dans ce studio pour parler donc de ce colloque organisé sur le code électoral. Landry Angelo Adelakou, votre mot de la fin. Si j'ai un mot de fin, c'est davantage souhaiter que la démocratie qui a longtemps caractérisé notre pays, le respect des droits fondamentaux qui également a longtemps caractérisé notre pays, puisse être davantage garanti et que chacun de nous puisse agir en ce qui le concerne au mieux-être, au vivre ensemble dans notre pays et que nous ne nous alarmons pas et s'il y a des choses à corriger, que nous puissions le faire. Et enfin, je vous remercierai pour l'invitation parce que vous savez, l'espace civique au Bénin a été suffisamment restreint ces dernières années et ce n'est pas facile d'accepter des opinions dissidentes comme les nôtres. Merci d'être venu, Landry Angelo Adelakou. Vous êtes juriste, transmettez nos admirations à Miguel Hueto et au Kente. Merci une fois encore pour votre disponibilité de tous les instants. À ma droite, c'était Stéphane Ahinou-Rossou, il est analyste politique. Stéphane, merci pour votre disponibilité de tous les instants également. Nous avons parlé, mesdames, messieurs, du code électoral, la conférence épiscopale du Bénin pour des réflexions profondes au-delà des conférences de presse. Vous avez donc suivi l'analyse, les commentaires de nos invités et j'espère que vous avez compris tout ce qui s'est passé au cours de cette journée du colloque et que les recommandations seront prises en compte. Merci à toutes et à tous pour l'intérêt que vous manifestez pour cette émission. Likez l'émission, appuyez sur j'aime sur les réseaux sociaux, sur les plateformes et merci de laisser vos commentaires. Portez-vous bien et à bientôt.